fond des océans, dans les falaises sous-marines, repose une grande partie de l'histoire de l'humanité. Au début des années 90, l'extraordinaire découverte d'Henri Kosker le démontrait magistralement. La découverte de la grotte, c'est vraiment du pur hasard, quoi. Tu rentres dans la galerie d'accès. Après, tu fais 114 mètres. Là, il y a le passage compliqué parce que ça ressemble à un entonnoir. Puis après, tu arrives dans une grande salle où le décor il est magnifique. Voilà, on se croirait arriver dans un temple grec. Henri Kosker ne découvrait pas seulement une grotte engloutie, mais un morceau de notre histoire. Des peintures, des gravures par dizaines. Des chevaux, des bisons, des mains, des phoques, des pingouins. Quand on a vu pour la première fois ces animaux marins, ça a été vraiment une stupéfaction de la part du monde scientifique. Les représentations marines sont extrêmement rares dans l'art pariétal. Et elles dessinaient une grande question. Quelle pouvait être donc la relation des hommes et femmes préhistoriques à la mer? Une question qui dépasse de très loin la seule découverte de la grotte Kosker. Le passé maritime de l'homme, il a toujours été nié, parce qu'en fait, les préhistoriens, pour la plupart, étaient des continentaux. C'est relativement récemment qu'on a repensé en fait, le rapport des humains à la mer. Comment vivaient-ils le long du littoral? Comment profitaient-ils de ce que la mer a à offrir? Difficile de répondre quand tant a été englouti. Mais sur le continent européen, de la Méditerranée à l'Atlantique, des scientifiques recomposent des géographies disparues. Des préhistoriens interrogent les ressources alimentaires qu'ils tiraient du littoral. D'autres regardent avec un œil neuf ce que l'on croyait connaître pour s'apercevoir que la présence maritime est bien plus forte qu'on ne le pensait. Tous dévoilent peu à peu ce lien qui unit depuis si longtemps l'homme à la mer. Qui étaient ces hommes et ces femmes qui vivaient sur la côte méditerranéenne il y a 30 000 ans, peignaient des grands pingouins et gravaient des phoques sur les parois d'une grotte? Qui étaient ces personnes qui fréquentaient Kosker et le littoral? Le préhistorien Jean-Pierre Bracot essaie de répondre à cette question. Il s'intéresse aux populations paléolithiques qui vivaient à l'est du Rhône et autour du bassin méditerranéen. Les hommes de Kosker, ce sont des hommes comme nous. Pas de différence. Ce sont des homo sapiens, des hommes anatomiquement modernes. En revanche, là où il y a des différences, c'est sur les comportements, c'est sur les modes de vie. Parce qu'on a affaire à des populations qui sont nomades et surtout qui prélèvent l'ensemble de leurs ressources sur le milieu naturel. Mais ils se déplacent dans un territoire qui est géré, qui est organisé, qui est connu, c'est-à-dire que la mobilité, le nomadisme de ces populations, c'est absolument pas l'errance. Ces groupes humains se déplaçaient sur de longues distances.
Cosquer faisait partie de ce que l'on nomme l'arc liguro-provençal. Bordé au sud par la mer et au nord par les glaciers des Alpes, qui descendaient jusque vers la vallée de la Durance, au niveau de Sisteron aujourd'hui. Cosquer et Balzirossi en sont les deux sites emblématiques. Et tous deux offrent une petite ouverture sur la relation des humains à leur littoral. On est ici dans un endroit extraordinaire, sur la falaise des Balzirossi, et là il y a une douzaine de grottes, une douzaine de cavités qui ont livré énormément de couches archéologiques. Je regarde la paroi gauche de cette grotte du Cavillon, c'est quelque part par là, l'information est un petit peu perdue aujourd'hui, elle est très ancienne, mais là il y a eu une découverte tout à fait exceptionnelle, et c'est un endroit, un haut lieu de la préhistoire, parce qu'il y a été trouvé une sépulture très très riche qui s'appelle la Dame de Cavillon. Alors, c'est une inhumation avec une femme d'environ 35 ans qui était couchée sur le côté gauche. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y avait des objets qui accompagnaient cette femme, et en particulier toute une coiffe avec des coquillages marins et puis des dents de cerf qu'on appelle des craches de cerf également. Mais quand on regarde les matières premières, les variétés de silex qui l'accompagnent dans sa sépulture, ce sont des silex qui viennent de la vallée de la Durance, pour certains d'entre eux. Donc, à un moment, elle et son groupe sont probablement passés juste à côté de Marseille. Peut-être se sont-ils arrêtés un jour dans la grotte Cosquer. La coiffe funéraire recouvrant la tête de cette femme morte il y a 25 000 ans illustre le lien des humains à l'environnement maritime. Elle est composée de plus de 300 coquillages. Et au Paléolithique, les coquillages s'échangeaient très loin des côtes. Ils étaient une composante essentielle des parures. Leur variété de couleurs et de formes est immense et permet toutes les associations. Car les parures servaient avant tout à coder de nombreux messages symboliques, comme l'appartenance à un groupe. La Dame de Cavillon était donc parée d'une coiffure funéraire composée en grande partie de coquillages. Elle connaissait certainement l'existence de la grotte Cosquer, où l'on peignait des pingouins et gravait des phoques. Elle parcourait un territoire bordé par la mer, dont il ne reste plus grand-chose. Ce que ça a ouvert le plus, c'est ça a généré encore plus de frustration que ce que l'on avait sur tout ce qui nous manque aujourd'hui, parce que c'est la remontée du niveau de la mer est venue recouvrir des espaces qui étaient à l'évidence des espaces extrêmement parcourus, extrêmement habités. Et donc là, on sent qu'on a définitivement perdu toute une partie des territoires des populations qui vivent près de l'eau, parce que c'est détruit aujourd'hui par la remontée du niveau de la mer. Certes, la grotte Cosquer n'a pas complètement souffert de la remontée du niveau de la mer, mais c'est presque un hasard miraculeux, je dirais. Cosquer est un miracle. Elle a émergé d'un monde englouti. Les humains qui la fréquentent vivent alors dans un monde différent du nôtre. Le climat, le littoral, rien ne ressemble à ce que l'on connaît. Et ces humains ont véritablement vécu un bouleversement climatique. Les groupes fréquentent Cosquer entre moins 33 000 et moins 19 000 ans. Ils sont en pleine période glaciaire. Elle atteint son maximum il y a 20 000 ans pour s'achever il y a 11 500 ans et donner naissance au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Édouard Barre est paléoclimatologue au Collège de France. Il étudie notamment les variations du niveau marin sur des temps très longs. Le marégraphe de Marseille symbolise ce niveau qui bouge sans cesse.
Cette machine, en fait, c'est le marégraphe de Marseille qui a servi depuis le 19e siècle à caler, à donner le point zéro des cartes de l'altitude géographique pour toutes les cartes françaises. Au 19e siècle, en fait, le niveau de la mer était à une vingtaine de centimètres plus bas que l'actuel, mais par contre, pendant la période de la grotte Cosquer, eh bien, le niveau de la mer était bien plus bas, était à 120 mètres plus bas pendant la glaciation. 120 mètres plus bas. Autant dire que l'on ne voyait pas la mer depuis le marégraphe de Marseille ou la grotte Cosquer. La côte était bien plus loin. Car il y a 20 000 ans, au moment où des groupes fréquentaient la grotte, le climat sur Terre était bien plus froid. 2 énormes calottes glaciaires sont posées sur le Canada et la Scandinavie, comme si l'Antarctique couvrait ces régions. Une immense quantité d'eau, ainsi prise sous forme de glace, n'est donc pas dans la mer, et la mer est bien plus basse. En moyenne, la température est de 7 degrés inférieure à celle d'aujourd'hui. Dans l'Europe continentale, les humains évoluent donc hors des zones englacées, dans des steppes où la végétation est rase et le gibier relativement abondant. Ce monde si différent revient, puis disparaît, puis revient, rythmé par les liens de la Terre et du Soleil. Le phénomène de glaciation est un phénomène qui a eu lieu à de très nombreuses reprises dans le passé géologique, pendant les derniers millions d'années, et c'est un phénomène qui est cyclique, avec des grands cycles essentiellement à 100 000 ans ou à 40 000 ans. Et ces cycles, en fait, on les connaît, ce sont des cycles qui sont liés à l'astronomie, qui sont liés en fait à la géométrie de l'orbite terrestre. Édouard Barr essaie donc de comprendre comment le niveau marin augmente depuis le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Il essaie d'en déduire quand la grotte Cosquer a été submergée et imagine comment les humains ont vécu ces changements du littoral. L'évolution du niveau de la mer dans le passé est inscrite dans le squelette des coraux fossiles. Et une carotte de corail porte en elle toute cette histoire. Dans son laboratoire du Cérège, Édouard Barr passe donc ses coraux fossiles de Tahiti, dans le Micadas, un accélérateur de particules qui existe seulement en 2 exemplaires en France. Et il observe des accélérations de la hausse de niveau marin sidérantes quand on la rapporte à la durée d'une vie humaine. Les hommes préhistoriques qui vivaient près des côtes ont véritablement vu, vécu, ressenti la mer qui monte. On a observé certaines périodes d'accélération du niveau de la mer, en particulier une période d'accélération qui a eu lieu vers 14 500 ans avant le présent, qui correspond en fait à un effondrement des calottes de glace. Le niveau de la mer a évolué à des taux de l'ordre de 40 à 50 mm par an, ce qui est colossal. Et donc au cours d'une vie, on peut matérialiser tous les ans une évolution de plusieurs centimètres d'une raie de côte. La mer montait 30 fois plus vite qu'aujourd'hui. De ses études, Édouard Barr a estimé que la grotte Cosquer a été submergée entre 11 000 et 10 000 ans avant le présent. Et avec elle, toute la steppe qui lui faisait face. Car lorsque les Homo sapiens fréquentaient Cosquer, le rivage était environ à 6 km au large de la grotte, ce qui correspond à peu près à la distance entre le phare du Planier et la côte actuelle. L'île Mer, l'île Riou, ici
les îles du Frioul, toutes ces îles étaient en fait des petites montagnes dans le paysage, parce que toute la plaine, enfin, tout ce que l'on voit qui est recouvert d'eau aujourd'hui était en fait exondé, était au-dessus du niveau de la mer. La plage préhistorique était donc très au large. Et sur ce paysage, il y avait donc de la végétation, mais aussi des animaux. La grotte et son environnement ressemblaient à cette scène proposée au centre d'interprétation de Cosquer. Une ouverture dans une falaise. Une steppe à ses pieds parcourue de chevaux, de bisons, de cerfs, et puis des phoques et des pingouins lorsqu'on s'approche du rivage. Ce paysage a disparu, et il faut donc plonger désormais pour parcourir ces territoires côtiers que sillonnaient alors les hommes et les femmes de Cosquer. Les périodes de haut niveau de la mer sont beaucoup plus courtes que les périodes de glaciation. Ce qui veut dire que l'essentiel des archives préhistoriques, pour les populations préhistoriques qui étaient vraiment installées sur les côtes, sont en fait sous l'eau. La préhistoire du littoral est donc engloutie, détruite par l'érosion marine. Et pour mieux s'en rendre compte, il faut aller sur la façade atlantique française. Ici, aucun espoir d'un miracle Cosquer, comme il y en a eu un en Méditerranée. Lorsque le niveau de la mer était 120 mètres plus bas, le rivage de l'Atlantique était 200 km plus loin. La géographie du continent était alors bien différente. Il y a 20 000 ans, l'Europe était en grande partie recouverte de glace. Et les limites de ses côtes étaient toutes bien plus éloignées que les rivages actuels. Comment dès lors retrouver des traces de ces sociétés qui vivaient le long du littoral ? Où faut-il regarder pour saisir leur environnement ? En Europe, on trouve deux endroits où le trait de côte actuel est proche du trait de côte passé. La côte entre Marseille et Gênes, où se trouve Cosquer, et surtout le nord de la côte espagnole. Car ce rivage est extraordinaire. Nulle part en Europe, on ne peut mieux imaginer la vie littorale de nos ancêtres. Pablo Arias est préhistorien et il interroge depuis longtemps la relation qu'entretiennent les populations à la mer sur cette côte espagnole. Et c'est tout sauf un hasard. Voici un amas coquillier. Il s'agit d'une accumulation anthropique, c'est-à-dire due à l'activité humaine. Ici, elle est principalement constituée de patelles. La côte nord de l'Espagne présente deux avantages quand on étudie la relation entre les groupes humains et la mer. Le premier, c'est qu'il existe une grande concentration de sites près de la côte actuelle, l'une des plus fortes d'Europe. Le second, c'est que le plateau continental y est beaucoup plus étroit qu'ailleurs. Donc, les sites côtiers actuels sont relativement proches de la côte préhistorique. La côte nord espagnole est un haut lieu de la préhistoire. Le Pays basque, la Cantabrie et les Asturies abritent des grottes parmi les plus importantes jamais découvertes, comme Altamira, Tito Bustillo ou La Garma, dont Pablo Arias dirige l'étude. Surtout, la densité des sites est exceptionnelle et cette concentration interroge. Pablo Arias essaie de comprendre pour quelles raisons autant de groupes humains vivaient ici. À quoi ressemblait la côte ? Favorisait-elle leur présence ? En 2020, il met en place une mission unique en Europe pour tenter d'y voir plus clair. La mission Paléosub.
La mer constitue une frontière pour la recherche paléolithique. Et je pense que certains des plus grands sites nous attendent sous l'eau. Les lieux les plus importants, les plus riches, ceux qui avaient la plus grande valeur symbolique pour ces populations, ne sont probablement pas ceux qu'on a découverts sur la terre ferme, mais ceux qui sont encore immergés. La mission Paléosub sonde donc des territoires submergés au large de la côte cantabrique et asturienne. L'objectif, identifier des lieux d'occupation humaine. Ces études sont toujours en cours, mais une zone d'ores et déjà attise son intérêt. Une zone située face à la rivière Bédon, où se trouve l'une des concentrations les plus importantes de sites préhistoriques d'Europe. Ici, les résultats sont assez surprenants. Cette rivière était très différente au Paléolithique. Elle formait un énorme méandre qui se terminait par un immense estuaire. Il s'agit d'un phénomène qui n'a pas d'équivalent dans la région aujourd'hui. Il n'y a plus de grands estuaires en Cantabrie. Mais celui-ci, qui est très vaste, pourrait expliquer une découverte qui nous a surpris, nous les archéologues, à savoir l'énorme concentration de sites paléolithiques dans une région en apparence peu prometteuse. À l'époque, la plaine côtière était beaucoup plus large. Au lieu des 2 ou 3 kilomètres actuels, elle pouvait atteindre 10 à 15 kilomètres. Mais surtout, cet estuaire constituait un écotone, une zone de transition entre 2 écosystèmes. On y trouvait sans doute des mollusques, des crustacés et peut-être même des poissons marins. Ça pourrait expliquer ce foisonnement de sites qui a intrigué les archéologues depuis le début du XXe siècle. Et si la concentration des sites préhistoriques de la côte nord espagnole s'expliquait aussi par la présence de grands estuaires? Car les estuaires sont des zones très productives. Un endroit idéal pour des chasseurs-cueilleurs qui y trouvent du gibier, mais aussi des ressources marines. L'être humain en consomme depuis longtemps. La découverte de coquillages dans un site sud-africain il y a 160 000 ans a même donné naissance à l'idée que les produits de la mer auraient contribué à notre développement cérébral. L'une des plus célèbres grottes de cette côte nord espagnole, Tito Bustillo, regorge d'ailleurs d'une énorme quantité de coquillages. Esteban Alvarez Fernandez les étudie et en trouve dans toutes les couches géologiques. Il y en a plus de 40 000. Coquilles de patelle, d'escargots de mer ou de littorine. Ces coquilles sont des restes, des déchets jetés dans un coin de la grotte après leur consommation. La grotte de Tito Bustillo était située à 6 km de la mer, comme la grotte Cosquer. Selon l'archéologue, l'ensemble du groupe, hommes, femmes et enfants, se rendait sur le rivage pour collecter des coquillages. Ils se servaient sans doute de petits outils pour faire levier. Ils les entreposaient probablement dans des sacs remplis d'eau, les ramenaient vers la grotte où ils les conservaient une dizaine de jours, comme le permettaient les températures plus froides de cette période. En mangeant ces coquillages, ils ingéraient des éléments qu'ils ne trouvaient pas ailleurs dans leur alimentation.
Les produits de la mer, et notamment les mollusques, sont riches en vitamines, ainsi qu'en minéraux, tels que le zinc et le magnésium. Ils apportent également du sel, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Mais ils complètent toujours une alimentation basée sur des protéines d'origine terrestre, obtenues en chassant des animaux comme le cerf, notamment dans la région de Cantabrie. Ces populations chassaient à proximité de la grotte qu'elles occupaient et elles pêchaient le saumon et la truite dans la rivière Célia. Les groupes de Tito Bustillo se nourrissaient aussi de poissons, du saumon. Le saumon naît en eau douce, migre vers la mer, puis revient frayer dans son fleuve de naissance, apportant ainsi aux Homo sapiens vivant dans les terres des oligo-éléments d'origine marine. Le saumon était alors une ressource alimentaire importante. Au cœur de la Dordogne, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, les sites le long de la Vézère en témoignent. Un site en particulier, l'abri du poisson. Au plafond, une gravure extraordinaire. Un saumon de plus d'1 mètre. Il a 25 000 ans. Il est la plus vieille représentation de poisson au monde. Mais les préhistoriens savent très peu de choses sur la façon dont ces populations pêchaient. Et ils en savent encore moins sur leurs activités liées à la mer. Ces hommes qui vivaient le long du littoral avaient-ils des techniques qui leur étaient propres? Avaient-ils développé des outils spécifiques au milieu côtier? Rien ne permet aujourd'hui de différencier leurs outils terrestres de leurs outils maritimes. Les armes servaient certainement autant à la chasse qu'à la pêche. Et certaines techniques devaient être très simples. Les groupes n'avaient peut-être qu'à jouer avec le flux de l'eau, les courants, la marée. Ils n'avaient peut-être qu'à jouer avec la mer. Dans ce genre d'environnement, avec une eau très peu profonde et un fort courant, les poissons sont assez faciles à attraper. Il suffit de les intercepter. Souvent, ils sont pratiquement hors de l'eau. Donc, il suffit de se baisser et de donner un coup pour les envoyer vers un endroit où on pourra les attraper facilement. C'est comme ça que les ours procèdent avec les saumons, par exemple. Pas besoin de beaucoup d'habileté. Un peu de pratique suffit. Et c'est une technique de pêche très efficace. L'archéozoologue Arturo Morales pense que la pêche passive était très utilisée dans ces estuaires où les groupes humains évoluaient. Tout l'environnement s'y prêtait. Et c'était dans un tel environnement que se trouvait la grotte de Santa Catalina. Un site fondamental en Europe pour comprendre la relation des hommes à la mer. Santa Catalina est ce que les paléontologues appellent une Lagerstätte, c'est-à-dire un site dont la préservation est exceptionnelle pour différentes raisons. L'endroit abrite un registre fossile qu'on soupçonnait, mais dont on n'avait jamais eu la preuve avant de découvrir ce site. Comme Cosquer, la grotte de Santa Catalina est miraculeuse. Elle se trouve sous le phare qui porte ce nom.
cachée dans les falaises du Pays basque espagnol. Et comme Cosquer, elle se tenait elle aussi à 5 ou 6 kilomètres du rivage de l'époque. Elle n'est pas ornée, elle est petite, mais elle renfermait des informations auxquelles personne n'avait jamais eu accès. Sur 9 mètres carrés, pendant quasiment 2 décennies, les archéologues ont ainsi exhumé les animaux que nous consommions il y a 15 000 ans le long du littoral. Des restes de rennes, des restes de phoques, de baleines et 4500 fragments et vertèbres de 32 espèces de poissons. Ces vestiges décrivent la saisonnalité des espèces et le rôle crucial de la morue. Ces très grosses morues arrivent à la fin de l'hiver et au début du printemps. À ce moment-là, il n'y a pas encore de phoques. Ils arriveront plus tard, et les cétacés encore bien après. Même si ces morues ne représentent pas une biomasse très importante, elles peuvent être pêchées à un moment de l'année où il y a très peu de ressources alimentaires disponibles, notamment de viande. La morue n'est donc pas cruciale en raison de sa quantité, mais en raison du moment où elle apparaît et où elle fournit de la nourriture. Ça nous a permis de comprendre que les peuples préhistoriques ne tiraient pas uniquement leur subsistance des ressources terrestres. Ils exploitaient aussi largement les ressources marines. Arturo Morales et Eduardo Berganza, responsables des fouilles de Santa Catalina, décrivent donc un monde extrêmement productif. Un monde qui s'apparente aux côtes actuelles d'Écosse, de Norvège, d'Islande ou du Groenland. Des côtes peuplées d'animaux qui ne vivent plus aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. Des espèces boréales qui sont descendues sur ces latitudes en période glaciaire. Santa Catalina offre une vision d'ensemble du littoral comme aucun site ne peut en offrir en Europe. Il met en avant la variété et la richesse des ressources alimentaires. Sur cette côte, le cerf, le bouquetin et le renne sont prédominants dans le régime des groupes humains, mais la proportion d'animaux marins est très importante dans leur alimentation. La baleine est certainement consommée de façon opportuniste lorsqu'elle s'échoue sur le rivage. Mais les phoques ou les poissons sont chassés et pêchés de façon récurrente. La pêche est donc beaucoup plus diversifiée que les préhistoriens ne le pensaient jusque-là. Et elle est loin de se réduire au seul saumon. Surtout, il y a des animaux en permanence à Santa Catalina. Les cycles de leur présence se suivent. Il y a toujours une ressource disponible. Et cette connaissance-là change beaucoup de choses dans la perception de la vie des groupes humains. Les fouilles de Santa Catalina modifient radicalement l'image qu'on avait de ces populations. Jusqu'alors, on avait toujours cru que les hommes préhistoriques survivaient essentiellement grâce à la chasse et ne pêchaient que très occasionnellement. Or, l'étude des vestiges de Santa Catalina nous montre que ces peuples préhistoriques consommaient également beaucoup d'espèces marines et qu'ils savaient parfaitement où, quand
et comment les attraper. Penser que ces populations pouvaient s'établir toute l'année dans une même zone va à l'encontre de la vision qui prévalait jusque-là. On considérait que ces populations étaient nomades, qu'elles migraient pour suivre les troupeaux et qu'elles ne restaient pas en permanence au même endroit. C'était effectivement ce qui devait se passer quand les ressources n'étaient pas suffisantes tout au long de l'année. Mais s'il y avait constamment des ressources à disposition, comme ici, les populations humaines étaient sans doute beaucoup plus sédentaires qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Des groupes humains qui évoluent sur des territoires bien plus restreints qu'imaginés, grâce aux ressources du littoral. Des populations qui utilisent au mieux ce que leur offre la mer. Santa Catalina livre un regard inattendu sur les sociétés préhistoriques. Comme la grotte d'Isturitz dans le Pays basque français. Elle a permis à l'archéologue Jean-Marc Pétillon de faire des découvertes surprenantes. À l'origine, il ne s'intéresse pas à la relation de l'homme préhistorique au littoral. Il est un spécialiste de la chasse et il est donc aussi un expert des équipements en matière osseuse, notamment des pointes de projectiles. Ah oui, effectivement, c'est pour moi. C'est un petit fragment de pointe en matière osseuse. Et ces objets sont dans 95% des cas fabriqués en bois de renne. Mais c'est aussi le type d'objet qui a pu parfois être fabriqué en os de cétacé. Donc là, il est trop sale pour qu'on puisse vraiment identifier la matière première, mais ça vaut le coup d'aller le nettoyer tout de suite pour s'assurer que c'est bien du bois de renne. L'occupation du littoral et la relation au milieu marin, c'est évidemment quelque chose auquel on n'a plus directement accès, puisque le niveau de la mer a beaucoup monté depuis cette époque. Donc on n'en a que des témoignages indirects, et en particulier des objets d'origine marine qui ont été transportés à l'intérieur des terres. Et ce site ici a sans doute, à l'époque, joué un rôle important dans la distribution, la circulation de ces objets en os de baleine vers l'intérieur des terres. Des pointes en os de baleine se trouvent au cœur des montagnes. Sur des objets fabriqués en bois de renne, on va avoir une face spongieuse qui correspond au tissu qui est à l'intérieur du bois et une face compacte qui correspond à la face externe d'origine du bois. Sur les objets en os de cétacé, c'est pas organisé comme ça. L'os de grand cétacé, c'est un os qui est poreux sous toutes ses faces et aussi en section. Alors là, malheureusement, la section n'est pas très parlante, quoique, mais en revanche, ce qu'on voit très bien, c'est cette porosité ici, qu'on retrouve ici sur la face opposée et sur tous les bords. Donc a priori, ça c'est de l'os de baleine. Jean-Marc Pétillon a donc lancé le programme Paléo7 pour rechercher des objets en os de baleine dans les collections basques et pyrénéennes. Il met au jour une centaine de pointes et ces découvertes confortent l'impression des préhistoriens. Les humains auraient une relation de plus en plus forte au littoral au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Et l'exploitation des cétacés par les chasseurs-cueilleurs ne serait pas anodine. Ce qu'on retrouve de ces baleines qui ont été exploitées par les hommes, c'est bien sûr seulement les parties qui se conservent, donc les os principalement. Maintenant, une baleine, ça livre aussi bien sûr beaucoup plus de ressources, très abondantes. On retrouve aussi dans quelques sites de la péninsule ibérique des fragments de baleines, qui sont des crustacés qui vivent incrustés dans la peau des cétacés. Donc le fait qu'on retrouve ces éléments dans les sites, ça montre qu'au moins la peau
et vraisemblablement la graisse et la viande ont été aussi apportées dans les sites. Donc voilà, une baleine, c'est ça, c'est énormément de graisse, c'est de la viande. À partir du moment où ils ont accès à des carcasses, on peut supposer qu'ils en ont exploité les éléments aussi bien à des fins alimentaires que à des fins techniques. C'est un animal dont on peut tout récupérer et en grande quantité. La vie des groupes pouvait-elle s'organiser autour de l'exploitation des cétacés? C'est peu probable, car ils ne devaient pas être en mesure de les chasser de façon active. En revanche, ils devaient parfois faciliter leur échouage, des pratiques dont l'ethnographie témoigne. Pour mieux saisir l'ampleur de cette exploitation, Jean-Marc Pétillon a étendu le programme Paléocète aux collections espagnoles. Alexandre Lefebvre a ainsi passé 2 ans à écumer la côte nord ibérique. D'autres ossements de baleines sont apparus et peu à peu, une histoire prend forme. On a un phénomène qui dure pour l'instant à peu près 4000 ans, qui commencerait autour de 19 000 années avant le présent dans la région cantabrique et plus précisément en Cantabrie, dans la province autonome de Cantabrie, autour de Santander, avec quelques pièces, là, très peu de pièces qui ont été retrouvées, mais qui sont a priori les plus anciennes. Puis après, on aurait un phénomène qui aurait diffusé et qui aurait connu son pic d'intensité entre 18 000 et 15 000 années avant le présent, à peu près sur 3 000 ans. Et c'est à ce moment-là que les réseaux se mettent en place. Ce réseau d'échanges autour des pointes en os de baleine s'étend alors sur une longue distance, plus de 600 km de la Cantabrie vers l'Ariège, avec une remarquable continuité. Il traduit des relations fortes entre les chasseurs-cueilleurs de Cantabrie et ceux des Pyrénées. Surtout, il permet d'esquisser encore plus finement la relation des humains avec le littoral. Si on compile toutes les données qu'on a les différents indices d'exploitation du milieu littoral, que ce soit des coquillages qui sont consommés et dont les coquilles sont également portées comme éléments de parure, des restes d'oiseaux d'origine marine, des restes de poissons d'origine marine et tous ces restes de mammifères d'origine marine, que ce soit des dents, des ossements, on commence à avoir quand même l'idée qu'à la fin du Paléolithique supérieur, on a une intensification de l'exploitation du milieu marin, du milieu côtier, et que cette exploitation, elle est régulière, diversifiée et structurée. Donc effectivement, on commence, c'est un des points qu'il faudra qu'on arrive à confirmer à l'avenir, on commence à parler d'économie littorale, peut-être d'émergence des premières économies littorales structurées en tout cas. Les premières économies littorales. Les découvertes récentes modifient peu à peu notre vision des groupes paléolithiques et leur rapport à la mer. Le littoral n'était certainement pas une zone marginale, mais un territoire en soi, qu'ils connaissaient et utilisaient. En Europe, il semble qu'une véritable exploitation du milieu maritime apparaisse il y a un peu plus de 15 000 ans. Les changements climatiques sont alors importants. La déglaciation est en cours. Le niveau marin monte rapidement. Les steppes laissent place à des forêts. Les humains diversifient leurs ressources alimentaires. Nous sommes alors à la fin du Paléolithique. Le climat se réchauffe. Les changements environnementaux sont énormes. Le Pléistocène, marqué par les cycles glaciaires, laisse place à l'Holocène, il y a 11 500 ans. L'époque géologique dans laquelle nous sommes toujours, marquée par son climat tempéré. Et le Paléolithique laisse place au Mésolithique.
Au Paléolithique, il y avait clairement une exploitation du milieu marin, mais on observe une intensification très importante lors du Mésolithique, la période qui correspond aux ultimes chasseurs-cueilleurs ayant vécu après la dernière période glaciaire. C'est un moment où les groupes humains n'ont plus systématiquement tiré leur subsistance de la capture de grands ongulés, comme les cerfs ou les rennes. Ils se sont mis à exploiter intensivement les ressources de zones plus restreintes, ce qui les a conduits à s'intéresser davantage aux poissons, aux crustacés, aux petites espèces et aux végétaux. D'où l'explosion du nombre de sites où on trouve des traces d'une exploitation de la mer. Il y en a sur toute la planète. L'un des plus célèbres sites du Mésolithique européen se trouve sur l'île de Heidik, au sud de la Bretagne. Il y a 8000 ans, Heidik est déjà une île. Les derniers chasseurs-cueilleurs la fréquentent. Ils sont les plus anciens groupes du littoral atlantique français, dont on peut observer les traces. Pour la première fois depuis 1934, les préhistoriens Pablo Arias et Grégor Marchand reprennent pour quelques jours les fouilles de ce site exceptionnel. Mais là, on voit assez bien les squelettes dans les fosses. Les fosses sont relativement peu creusées à Heidik. Mais là, c'est bizarre parce qu'on est en 33 déjà là-bas. Oui, c'est ça, c'est le... Oui, c'est ça, voilà. C'est rare d'avoir autant de photos de fouilles anciennes. Ça compense un peu l'absence des relevés qui ont tous disparu pendant la guerre. Dans les années 30, une nécropole est exhumée à Heidik. 9 sépultures contenant les restes de 13 individus, adultes et enfants des deux sexes. Ils portent des parures composées notamment de coquillages. Ils sont enterrés au milieu d'un amas coquillé. Partout en Europe, dans ces amas coquillés, dans ces dépôts de détritus, on va trouver des squelettes. On en a presque 300 au Portugal. Nous, en Bretagne, ça reste beaucoup plus restreint. Mais le phénomène est le même en Irlande ou en Écosse, et évidemment également au Danemark. Et donc, on a un vrai questionnement sur ces amas coquillés. Pourquoi enterrer ces morts dans un tas de détritus ? La question est encore sans réponse. Mais ces amas de coquillages et ces détritus sont une mine d'informations pour comprendre la vie de ces populations littorales, les dernières populations nomades de France. L'archéologue Catherine Dupont y lit leur alimentation. Ils consommaient entre 60 et 80% de ressources marines. Elle y voit aussi leur environnement, la connaissance qu'ils en ont. Et dans ces amas de coquillages se trouve peut-être la solution à l'un des mystères du Mésolithique. Pourquoi des populations littorales ont résisté si longtemps à la sédentarisation liée à l'apparition de l'agriculture ? En fait, grâce au coquillage, on peut avoir des informations sur la saison de collecte. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de moyens de conservation, connaître finalement la mort du coquillage nous permet de savoir quand ces populations étaient sur le littoral. Donc là, c'est une des questions, c'est est-ce que les ressources marines leur ont permis de rester sur plusieurs saisons sur ce campement. Par rapport à la diversité de ces ressources, c'est qu'en fait, tout ce qui... ils étaient présents, ils avaient une très très bonne connaissance de tout ce qui pouvait être accessible. Imaginez qu'à chaque marée basse, en fait, c'est un frigo qui s'ouvre en fait à eux. Et c'est peut-être un des éléments clés qui a permis à ces populations de résider assez longtemps sur le littoral.
Ces gens-là ont eu une sorte de génie, en fait. On s'en rend compte au moment de la néolithisation, hein, quand le continent européen va progressivement basculer dans les joies des systèmes agro-pastoraux. Qui va faire de la résistance? Où on va trouver ces derniers chasseurs-cueilleurs? Sur les côtes. Et donc, ce qui nous intéresse actuellement, c'est vraiment les conditions d'implantation et de fonctionnement, vous voyez, de ces économies. Pourquoi ont-ils fait de la résistance et comment ça a fonctionné? Vous voyez, là, on met un peu les mains dans le moteur. Les derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe et de France vivent le long du littoral et résistent longtemps à la sédentarisation induite par l'agriculture. La mer est leur frigo et elle leur permet de prolonger leur mode de vie au moment où la révolution néolithique gagne le monde. À Édic, ces chasseurs-cueilleurs sont aussi des nomades des mers. Ils se déplacent sur des bateaux dont il ne reste aucune trace. Par les occupations d'îles, on sait que les hommes naviguaient depuis longtemps, mais il n'y a aucune preuve directe. Seulement la certitude qu'ils se déplacent sur les mers et rêvent d'horizon. La navigation est aussi l'un des grands mystères de la préhistoire. Comme cette vie littorale de nos ancêtres, que l'on découvre lentement, peu à peu, grâce au regard neuf que l'on porte sur les choses, au gré des hasards et des découvertes miraculeuses qui nous offrent une mince ouverture sur cet immense monde disparu.